Bonjour, bonsoir, chers résilients, et bienvenue dans notre exploration des constitutions ayurvédiques. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un profil particulièrement intéressant, le double dosha Kapha-Vata. Si vous vous reconnaissez comme une personne sensible, créative, parfois rêveuse, qui apprécie le calme mais peut aussi se sentir un peu léthargique ou anxieuse, il est fort probable que cette combinaison vous concerne. Elle allie la stabilité et la structure de la terre et de l'eau, Kapha, avec la légèreté et le mouvement de l'air, Vata. Découvrons ensemble les atouts singuliers de Kapha-Vata, les défis qu'il peut présenter en déséquilibre et surtout les stratégies clés pour cultiver son harmonie en favorisant le mouvement et la chaleur tout en maintenant l'ancrage et la douceur pour une vie équilibrée et pleine de créativité. Première partie, comprendre Kapha-Vata, la terre et le vent. Le concept de double dosha. Comme nous l'avons déjà vu dans d'autres podcasts, la plupart des constitutions ayurvédiques sont une combinaison de deux doshas dominants. Le profil Kapha-Vata signifie que les qualités de Kapha, la terre et l'eau, et de Vata, l'air et l'espace, sont les plus influentes et déterminent votre nature physique et mentale. Voyons maintenant ensemble les gunas, donc les qualités, les propriétés de Kapha-Vata. Kapha-Vata est d'abord froid. C'est une qualité commune aux deux doshas, ce qui rend ce profil particulièrement sensible au froid. Kapha-Vata est lourd et léger en même temps. C'est un grand contraste. C'est vraiment le grand contraste de cette combinaison. Kapha apporte de la lourdeur, de l'inertie, tandis que Vata apporte de la légèreté, de la mobilité. Cela peut créer des sensations d'immobilisme mental ou physique. Kapha-Vata est humide et sec. Car Kapha est humide, gras, et Vata est plutôt sec. Cela peut se manifester par une peau sèche avec des zones de congestion ou une digestion irrégulière. C'est là aussi un grand contraste dans ce double dosha qui rend difficile à équilibrer Kapha-Vata. Kapha-Vata est aussi lent et mobile. Le Kapha tend à la lenteur, la sédentarité, tandis que le Vata apporte de la rapidité d'esprit et une certaine forme de fluctuation. Kapha-Vata est à la fois doux et rugueux, puisque Kapha apporte de la douceur physique et émotionnelle, psychique même, et Vata de la rugosité, donc au niveau de la peau, des articulations, et même parfois un esprit un peu rêche, en déséquilibre, quand il est en déséquilibre. Autre contradiction, c'est vraiment un double dosha assez contrarié, hormis le fait qu'ils partagent ensemble cette froideur. Kapha-Vata est stable et irrégulier. Le Kapha, c'est plutôt la routine, la stabilité, alors que le Vata, c'est l'irrégularité, l'imprévisibilité. La synergie Kapha-Vata. Imaginez la solidité et la loyauté de la terre Kapha avec la créativité et la flexibilité du vent, donc Vata. C'est une combinaison qui peut générer une grande empathie, une imagination riche et une nature douce.
Cependant, elle peut aussi engendrer une tendance à la stagnation et à l'anxiété si les énergies ne sont pas correctement gérées. Où se manifeste Kapha-Vata dans le corps? On retrouve Kapha, principalement donc dans la poitrine, dans les poumons, dans la gorge, les sinus, les articulations, les fluides corporels. Vata se manifeste plus dans le côlon, le système nerveux, les os et le cerveau. L'interaction entre la tendance à l'accumulation de kapha et la sécheresse, l'irrégularité de Vata est centrale pour ce profil. Partie numéro 2, le Kapha-Vata en équilibre. Kapha-Vata en équilibre, c'est une âme créative et bien ancrée. Pour ce qui est des forces physiques de Kapha-Vata, premièrement, Kapha-Vata est souvent endurant et résilient. Quand il est équilibré, ce profil bénéficie d'une très bonne endurance physique pour les tâches régulières et d'une résilience face aux défis. Kapha-Vata est d'une constitution assez douce. Les Kapha-Vata peuvent avoir une ossature légère, mais une tendance à une constitution plus robuste, avec une peau douce. Kapha-Vata, c'est aussi le sommeil profond. Donc les Kapha-Vata peuvent largement profiter d'un sommeil long et réparateur qui, s'il n'est pas excessif, bien sûr, apporte une grande récupération. Enfin, au niveau physique, Kapha-Vata, c'est une très forte immunité. En général, ce sont des profils qui sont moins sensibles aux maladies chroniques si l'équilibre est maintenu, bien sûr. Au niveau des forces mentales et émotionnelles, Kapha-Vata, c'est la créativité et l'imagination. Le Vata apporte un flot constant d'idées, l'imagination débordante et une pensée originale. Le Kapha apporte plus, lui, du calme et de la compassion, une grande patience, une loyauté profonde, de la générosité et une nature aimante. Ce sont des auditeurs exceptionnels. Si vous êtes des auditeurs exceptionnels, vous m'envoyez ravi. Bref, trêve de plaisanterie. Kapha-Vata, c'est aussi l'empathie et l'intuition. Une capacité unique à comprendre les autres, à se connecter à eux profondément. C'est aussi potentiellement la stabilité émotionnelle. Ce sont des personnes qui, quand elles sont équilibrées, sont moins sujets aux sauts d'humeur extrêmes que les Vata purs. Ils sont vraiment dans des émotions quand même plus douces. Les Kapha-Vata, souvent, ont une bonne mémoire. Ils apprennent lentement, mais ils retiennent assez souvent les informations sur le long terme. Ce sont aussi des amis qui sont doux, qui supportent les autres, qui les soutiennent, qui sont dévoués, vraiment qui offrent un soutien inconditionnel. Le Kapha-Vata en équilibre au quotidien, ça donne quoi ? Eh bien, imaginez quelqu'un qui est à la fois profondément imaginatif, capable de créer des univers complexes et en même temps un être d'une douceur et d'une loyauté inébranlables. Ils ont un rythme de vie mesuré, mais ils peuvent aussi être très productifs et persévérants surtout, une fois qu'ils se lancent. Le plus dur pour les Kapha-Vata, c'est de se lancer. Une fois qu'ils sont lancés,
C'est parti mon kiki, jusqu'au bout de la nuit. Ce sont souvent des artistes, des écrivains, des enseignants, des conseillers, des thérapeutes, où leur empathie, leur patience sont des atouts précieux. Partie numéro 3, les déséquilibres de Kapha-Vata, la stagnation et l'anxiété. Pourquoi est-ce que les Kapha-Vata peuvent être en déséquilibre? Lorsque Kapha et Vata sont en excès, l'irrégularité et la légèreté de Vata peuvent être prises au piège dans la lourdeur et l'inertie de Kapha. Cela crée une sensation de stagnation physique et mentale et de léthargie et peut mener à de l'anxiété ou à une forme de mélancolie. Le froid, l'humidité, le manque d'activité sont les principaux facteurs aggravants de Kapha-Vata. Comment ces déséquilibres se manifestent au niveau physique quand Kapha-Vata est en excès? Déjà au niveau digestif, la digestion va être très lente, irrégulière. Vous pourriez avoir des ballonnements, des gaz, de la constipation chronique, une sensation de froid et de lourdeur après le repas. Au niveau du poids, Kapha-Vata, lorsqu'il est en excès, peut avoir tendance à prendre du poids avec des difficultés extrêmes, à perdre ce poids une fois qu'il est pris. Au niveau du système respiratoire, on peut retrouver des congestions nasales et thoraciques chroniques, des rhumes fréquents, une toux grasse, de l'asthme, une bronchite, aggravée surtout par le froid et l'humidité. Au niveau de la peau, on peut avoir une peau sèche et froide avec des zones de rétention d'eau, de cellulite. Au niveau des articulations, on a une raideur articulaire, des sensations de lourdeur dans les membres, parfois des craquements même dus à la sécheresse. Et on a bien entendu une fatigue, une léthargie profonde, une somnolence excessive malgré de longues nuits de sommeil, une difficulté immense à se lever le matin, une sensation de lourdeur dans tout le corps. Au niveau mental et émotionnel, lorsqu'un Kapha-Vata est en excès, la personne peut être dans l'indécision, la procrastination. L'esprit est plein d'idées, Vata, mais manque d'élan et de motivation pour les concrétiser à cause du déséquilibre de Kapha. La personne peut aussi être sujette à l'anxiété, la mélancolie. Le Vata peut provoquer de l'inquiétude, de la nervosité, qui peuvent se transformer en tristesse profonde, un manque de motivation et même potentiellement une dépression due à l'excès de Kapha. On a aussi une forme de surattachement, de rétention, c'est-à-dire une difficulté à lâcher prise émotionnellement, à se débarrasser des objets, à passer à autre chose dans les relations qui ne fonctionnent plus, une tendance à accumuler les choses. On peut avoir aussi peur du changement, une résistance marquée à toute forme de nouveauté, préférant la sécurité de la routine. Peut s'installer aussi une certaine apathie, un manque d'enthousiasme, une sensation de ne pas avancer dans la vie. Certaines personnes peuvent même avoir envie vraiment de s'isoler, de se replier sur soi, d'éviter même les interactions sociales pour ne pas se fatiguer, pour ne pas avoir à se justifier,
Voilà, pour ne pas avoir à faire des efforts en fait. Tout devient un effort, tout devient un effort considérable. Comme si on avait une montagne en face de soi. Et enfin, on a bien sûr un manque de motivation, une incapacité à se fixer des objectifs et où à les poursuivre. Parce que Vata, même en déséquilibre, a toujours plein d'idées. Mais quand l'organisme a du mal à se mettre en marche, parce que Kapha, c'est le corps, c'est la structure. Quand cette structure a du mal à se mettre en marche, pour aller manifester ses objectifs, c'est compliqué. Un Kapha-Vata déséquilibré au quotidien, c'est la personne qui se sent enlisée, qui a du mal à démarrer ses journées, à trouver de la motivation. Elle se sent lourde, fatiguée après les repas. Elle lutte avec un poids persistant et peut souffrir de problèmes de sinus chroniques. Une anxiété sourde, des épisodes de tristesse, une léthargie générale peuvent l'empêcher d'agir et de s'épanouir. Le changement est perçu comme une menace. 4e partie, équilibrer Kapha, Vata. Il s'agit ici de chauffer, réchauffer, stimuler et mettre en mouvement. Le principe clé pour équilibrer Kapha-Vata, c'est un travail délicat qui demande de la discipline. Il faut donc réduire le froid, réduire la lourdeur, réduire l'humidité, tout en continuant quand même à ancrer la légèreté et l'irrégularité de Vata. Ce qui peut être très difficile, puisque ce qui peut sembler contradictoire. L'objectif est de stimuler sans disperser Vata, de chauffer sans dessécher Vata, et de favoriser le mouvement et l'enthousiasme. Au niveau de l'alimentation, les goûts à privilégier, le piquant, le amer et l'astringent. Pour le piquant, c'est pour stimuler Kapha sans aggraver Vata. Vous avez le gingembre, donc gingembre frais, gingembre moulu, poivre noir, cardamome, cannelle, piment doux. Ce qui va vous permettre d'aider à la digestion et à la circulation sanguine. Le amer et astringent, donc ça c'est pour alléger Kapha et soutenir Vata. Les légumes verts amers comme l'endive, la roquette, le curcuma, les lentilles corail, c'est parfait. Les pois chiches, les pommes de préférence, pommes cuites, pommes chaudes, les grenades, les brocolis. Les aliments à réduire, à éviter. Les goûts sucrés, salés et acides. Ce sont des goûts qui vont aggraver les deux. Eh oui. Enfin, sucré, ça va surtout aggraver Kapha. Salé, ça va aggraver Kapha. Et acide, ça risque d'aggraver Vata surtout. Pour ce qui est des aliments, il y a des aliments à réduire, voire à éviter. Alors vraiment, le truc vraiment à éviter chez vous, c'est les produits laitiers. Surtout les produits laitiers qui sont lourds. Les fromages, les yaourts. Les viandes rouges, à éviter au maximum. Les sucres raffinés, alors là, vous pouvez... si vous êtes de ceux qui veulent faire une cure sans sucre, eh bien, c'est une bonne idée. Les aliments frits, les aliments froids et crus, oulala, aliments froids et crus, c'est ce qu'il y a de pire.
Pour vous, il faut privilégier la cuisson et la chaleur. Les levures, ça aggrave CAFA. Les aliments transformés. Le riz blanc, évitez à tout prix le riz blanc puisqu'il a des propriétés rafraîchissantes. Le riz, c'est bon, un petit peu pour Vata, mais surtout pour Pitta. Par contre, pour vous, vous êtes Kapha, Vata, évitez le riz blanc. Si vous voulez manger du riz, prenez plutôt du riz complet et avec modération, avec beaucoup de modération. Pour ce qui est de la cuisson, privilégiez surtout les cuissons légères, chaudes, légèrement sèches. Donc des cuissons au four, à la vapeur, sautées rapidement à la poêle. Les soupes, si vous voulez vous faire des soupes, il est préférable que ce soit des soupes épicées pour pas que ça aggrave Kapha. Donc des soupes chaudes et épicées, avec les épices que je vous ai conseillées tout à l'heure. Pour ce qui est de la température, alors, on vous conseille vraiment de manger et de boire toujours, ou presque toujours, chaud. Évitez les boissons glacées. Prenez des infusions réchauffantes et digestives, comme les chais légers, les mélanges d'épices, le gingembre. Pour ce qui est des repas, on vous conseille 2 à 3 repas légers par jour, avec un déjeuner comme repas principal. Évitez de manger trop le soir. Évitez le grignotage entre les repas, ça c'est vraiment indispensable. Il faut vraiment laisser votre corps bien digérer entre chaque repas. Attendre au moins 4 heures entre chaque repas. Au moins. Entre 4 et 6 heures, je dirais. Mais ne sautez pas de repas non plus. Prenez un petit déjeuner léger ou sauté. Si vous devez sauter un repas, sautez plutôt le petit déjeuner. Surtout manger à des heures régulières pour apaiser Vata, c'est très important. Alors on préconise éventuellement, si on saute un repas, de sauter le matin, mais moi je vous conseille plutôt de prendre un petit déjeuner léger. Voilà. Avec des aliments chauds et légers et secs éventuellement. Voilà. Par rapport à votre mode de vie. La routine. Alors une routine régulière est fondamentale pour vous en tant que Kapha Vata pour votre Vata, mais elle doit être dynamisante. C'est une routine qui doit vraiment être dynamisante. Chez vous, il est bon de vous lever tôt, de préférence juste avant le lever du soleil, et éviter les siestes dans la journée. Surtout, si vous devez faire des siestes, il faut que ce soit des petites siestes, pas plus d'une demi-heure. Au-delà, ça va vraiment vous rendre léthargique. Ça va être vraiment contre-productif finalement. Donc, si vous pouvez faire une sieste de 15-20 minutes, si vous y arrivez, c'est parfait. Sinon, n'en faites pas. Ne vous obligez surtout pas, vous, à faire des siestes. Alors, les activités physiques, il faut privilégier surtout des activités régulières. Faire du sport régulièrement et des activités qui sont très stimulantes, qui vont vous faire transpirer et bouger. La danse, par exemple, la marche rapide en nature, si possible. Le vélo, les randonnées, le yoga dynamique, donc le vinyasa yoga. La course à pied, par exemple. Alors, la course à pied, oui, dynamique, mais pas trop longtemps. Parce que vous pourriez déséquilibrer. Trop longtemps, vous pourriez déséquilibrer Vata. Bref, si ça vous fait du bien, si vous vous sentez pas trop anxieux ou déconnecté, ou si
Si ça vous empêche pas d'être bien concentré ensuite dans votre journée, vous pouvez faire donc des footings, ça peut vraiment être très bien. Mais surtout, il faut viser le dynamisme. Évitez surtout la sédentarité. Les activités trop lentes ou trop statiques, ça c'est à bannir. Je sais que vous n'êtes pas la constitution qui a le plus envie d'être dynamique comme ça dans l'immédiat, mais en fait c'est une habitude que vous allez prendre. En fait, les kapha ou kapha vata ou kapha pitta, ce sont des diesels. Elles ont un peu de mal à démarrer, mais une fois qu'elles sont lancées, elles ont une énergie stable. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie, elles en ont déjà beaucoup. L'énergie est assez stable et vous pouvez comme ça rouler longtemps, si vous voyez ce que je veux dire, si vous voyez l'analogie avec un moteur diesel. Quand faire du sport pour vous? Alors pour vous, l'idéal, c'est le matin. Même si c'est peut-être le moment où vous n'avez pas du tout envie d'en faire, c'est à ce moment-là qu'il faut en faire parce que ça va vraiment réveiller, dynamiser votre kapha pour toute la journée. Donc c'est chiant, au début on n'est pas trop motivé à le faire, mais en fait vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de stimulation, de dynamisme et c'est ce dont vous avez besoin. Un besoin fondamental aussi au niveau de la gestion du stress et des émotions. Eh bien, pour gérer votre stress et vos émotions, les kapha, vata, vous allez avoir besoin de mouvement, ne pas être sédentaire. Bougez votre corps et votre esprit aussi. Vous avez besoin de stimulation au niveau de votre esprit, autant pour kapha que vata, parce que vata, c'est le dynamisme au niveau de l'esprit, mais il a besoin de s'exprimer. On vous dit aussi de ne pas résister au changement. Quand vous avez l'idée de changer quelque chose, eh bien, embrassez des petites nouveautés, sortez de votre zone de confort, essayez des nouvelles choses régulièrement, en fait. Vous avez vraiment besoin de ça. Au niveau des stimulations mentales dont je vous ai parlé, vous pouvez régulièrement apprendre de nouvelles choses, lire des livres inspirants, résoudre des énigmes, des puzzles pour maintenir un esprit vif. On vous conseille aussi éventuellement de pratiquer des techniques de respiration qui sont chauffantes et stimulantes, comme Kapalabhati. Donc ça, vous pouvez regarder sur Internet ce que c'est que la respiration Kapalabhati. C'est la respiration du feu. Et Bastrika, c'est le soufflet de forgeron. Voilà, je vous conseille d'aller voir tout ça sur Internet. La méditation va vous stimuler éventuellement, tout en calmant l'anxiété de vata. On vous conseille aussi de vous engager socialement, d'éviter l'isolement, de maintenir des liens sociaux actifs et stimulants. Au niveau des soins corporels, des rituels de soins corporels, vous avez donc l'automassage, Abhyanga. Abhyanga, c'est juste automassage. Ça, c'est un rituel que l'on conseille en Ayurveda pour tous les doshas. Chacun le sien. Alors, ce qui est vraiment l'idéal pour un kapha vata, c'est le brossage à sec. Garshana, quand vous sentez que votre kapha est déséquilibré, donc il faut plutôt amener un peu plus de sécheresse, donc brossage à sec. Quand vous vous sentez un peu asséché, si vous avez vraiment la peau sèche, etc., on vous conseille plutôt un automassage donc du corps, de tout le corps, avec de l'huile de sésame chaude, que vous pouvez réchauffer par exemple, vous avez un petit chauffage, alors surtout, c'est surtout à l'automne, en plein hiver et au printemps que vous avez vraiment besoin de cette pratique pour vous réchauffer. Donc l'huile, vous pouvez la réchauffer en la mettant sur un petit chauffage. Donc soit un petit chauffage d'appoint, soit un chauffage chez vous. Pour que ça réchauffe un petit peu l'huile et que ça dynamise et que ça lubrifie aussi. Que ça apporte un peu que ça apaise la sécheresse en fait de vata.
Voilà. Donc, brossage à sec, je vous l'ai dit, Garshana, donc ça c'est pour stimuler la circulation et la lymphe. On vous conseille de prendre des douches chaudes et stimulantes. Utilisez des savons aux huiles essentielles énergisantes par exemple, mais toujours de l'eau chaude pour vous. Alors, si vous aviez en tête de vous faire des rituels de douche froide le matin ou le soir, peu importe, c'est vraiment pas pour vous, ça va vous déséquilibrer plus qu'autre chose. Je sais que dans certains milieux, c'est en vogue, c'est une mode, etc. Mais pour vous, c'est le contraire. Il vous faut apporter de la stimulation et de la chaleur, et ça se fait avec de l'eau, non pas tiède, mais chaude. Pour ce qui est de votre environnement, on vous conseille de vous entourer de couleurs chaudes et stimulantes, comme le jaune, le orange, le rouge. Évitez des couleurs trop froides ou trop mélancoliques, comme le noir, le gris, le bleu foncé. Évitez toutes ces couleurs. Voilà, le jaune, l'orange, le rouge. Évitez surtout le froid et l'humidité. On vous déconseille de prendre des bains, par exemple, qui durent longtemps, etc. Vous, c'est plutôt la douche chaude. On vous conseille régulièrement d'aérer votre intérieur. Au niveau du mental et des relations, on vous conseille de passer à l'action. Quand vous avez des idées, passez à l'action, même si ce sont des petites actions. On vous dit de vous fixer des objectifs qui sont réalistes et de les poursuivre. Vous devez aussi apprendre à lâcher prise, à vous détacher du passé, à vous détacher des personnes avec qui ça ne fonctionne plus, à cultiver le détachement pour ne pas être dans l'attachement excessif aux choses, aux situations, aux personnes, etc. Vous devez aussi apprendre à exprimer vos besoins et vos idées pour éviter la stagnation émotionnelle et le ressentiment. C'est très important. Vous n'êtes pas obligé de dire vos quatre vérités aux personnes, mais libérer ces émotions, c'est très important que ça ne stagne pas à l'intérieur de vous parce que ça peut vraiment faire un effet boule de neige et vous rendre léthargique, apathique, mélancolique, voire même dépressif. Donc ne gardez pas ça pour vous, faites-le d'une manière... C'est important d'exprimer, si possible, aux gens vos besoins, vos idées, mais ça peut être d'exprimer en dessinant, en chantant. Y a plein de façons de le faire. Ne gardez pas les choses pour vous. Et aussi, ce qui est important pour vous, c'est de rechercher, pas en excès, parce que ça pourrait déséquilibrer Vata, de rechercher de manière équilibrée la stimulation. Rechercher des expériences nouvelles et stimulantes, ça c'est très très bon pour vous. Eh bien, pour conclure, on vous appelle à l'action. Le double dosha Vata est une combinaison riche et profonde, capable d'une immense compassion et d'une créativité sans limite. En adoptant des pratiques qui favorisent à la fois la chaleur, le mouvement, la stimulation, tout en en préservant l'ancrage et la régularité nécessaires, vous pouvez transformer vos défis liés à cette constitution, qui n'est pas évidente à appréhender, en une source de force tranquille, d'inspiration et de bien-être vraiment durable. C'est le chemin pour que votre vent créatif ne soit pas prisonnier de la terre de Kapha, mais qu'il puisse souffler librement et construire avec solidité. Alors, mes chers Kapha-Vata potentiels, avez-vous ressenti cette résonance de cette union particulière en vous ou pas ? Quelle habitude stimulante, réchauffante ou ancrante allez-vous intégrer dès aujourd'hui pour mieux équilibrer votre énergie unique ? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vraiment, ça m'intéresse. Vous m'intéressez. Vous ne laissez pas assez de commentaires dans mes vidéos, alors que pourtant,
je serais ravie de vous lire et de vous écouter. L'Ayurveda nous invite à nous écouter, nous-mêmes en tout cas, déjà dans un premier temps, et à ajuster nos modes de vie en fonction de notre nature profonde et de ce que nous vivons. Soyez patient et bienveillant avec vous-même dans ce magnifique processus de découverte. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la conclusion. Si ce podcast vous a plu et que vous le trouvez intéressant et que ça pourrait aider des personnes, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime si vous l'avez aimé parce que moi ça m'encourage. Ça m'encourage au niveau... puisque plus vous mettez de j'aime et plus mon podcast va être proposé. Et puis ça me montre aussi à moi que ce que je fais, c'est intéressant et que ça sert à quelque chose. Et ça, c'est très important pour moi, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes podcasts en particulier, sur tout ce qui concerne l'Ayurveda. Bonne soirée ou bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les résilients.